Bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État vient d'inaugurer le prolongement de l'autoroute à péage. L'axe Diamniadio, aéroport Blaise Diagne de Diass-Sindia est désormais ouvert à la circulation. Le président Macky Sall a réaffirmé l'option du gouvernement pour les infrastructures. La rédaction démarre ce soir une série sur la santé. Au menu, la carte sanitaire du pays et la qualité de l'accueil dans les hôpitaux, objet de nombreuses questions. Les investissements directs étrangers au centre d'une rencontre internationale à Dakar. Ces consultations régionales se penchent également sur les sciences, technologies et innovations. C'était donc cet après-midi l'inauguration officielle du tronçon Diamniadio, aéroport international Blaise Diagne de Diass-Sindia, une nouvelle piste sur l'autoroute qui porte à 36 le nombre de kilomètres sur l'autoroute. Et à cette occasion, le président Macky Sall a réaffirmé l'option du gouvernement sur les infrastructures. C'est pour rendre accessibles certaines zones du pays. Nous écoutons un extrait du président de la République. Les infrastructures routières, en particulier, figurent parmi les secteurs stratégiques du plan Sénégal émergent. Il ne peut y avoir de développement sans infrastructures. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national. Assurer la circulation des personnes et le transport des marchandises, consolider l'intégration nationale, promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux au marché. Voilà tout le sens et la pertinence de notre programme d'infrastructure. Et nous sommes sur une bonne voie. De l'indépendance à 2012, soit 52 ans, le réseau autoroutier du Sénégal était de 35 km entre Dakar et Diamniadio. Nous en avons rajouté 36 en 4 ans, avec la réalisation des tronçons Diamniadio AIBD 17 km, AIBD Sindia 19 km. D'autres projets vont suivre entre AIBD et Thiès sur 16 km, largement entamés, Thiès, Thiénaba, Tivaouane sur 21 km et le projet majeur Ila Touba sur 113 km. Au total, le réseau autoroutier national comptera 221 km d'autoroute en 2019. Notre vision est claire. Il s'agit de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards, non seulement pour faciliter les liaisons entre nos villes, mais aussi pour rendre nos campagnes plus accessibles, en voyageant plus vite et dans de meilleures conditions de sécurité. De plus, la connexion avec le nouvel aéroport international Blaise Diagne sera renforcée par le train express régional. Le train express régional dont les travaux vont démarrer prochainement et avant la fin de cette année, Inch'Allah. Le montage technique et financier étant déjà bouclé. Je vais y revenir. Tout ce dispositif nous ouvrira au reste du monde en répondant aux exigences de confort, de mobilité et de gain de temps requis pour un aéroport qui ambitionne de se positionner en hub international de première classe. Sur la route du progrès, nous ne devons point restreindre nos ambitions, ni dans la vision
ni dans la mobilisation de moyens pour la réalisation de nos projets. Ainsi, la section Diamniadio-AIBD a été réalisée selon un schéma de partenariat public-privé pour un montant de 92 milliards, dont un financement public de 69 milliards correspondant à la subvention versée par l'État et un financement privé apporté par notre partenaire Senac SA pour un montant de 23 milliards. Je voudrais saluer ici l'engagement à nos côtés de M. Gérard Senac et de Eiffage ainsi que de Senac SA pour un partenariat que nous voulons stratégique, durable et mutuellement bénéfique. S'agissant du tronçon AIBD-Sindia, d'un coût de 70 milliards, il a été réalisé dans le cadre du projet global de construction des 2 projets d'autoroute AIBD Mbour sur 39 km et AIBD Thiès sur 16 km grâce à un prêt concessionnel de Exim Bank Chine. Là aussi, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, je voudrais réitérer tous mes remerciements au peuple chinois, au gouvernement et particulièrement au président Xi Jinping pour l'appui constant à notre programme d'infrastructure routière et aux 2 autres projets phares qui me tiennent à cœur. Le pont de Foundiougne, qui va être le pont le plus important en Afrique de l'Ouest, sur 1200 mètres, dont les travaux vont démarrer en début 2017, et le vaste projet de forage multivillage dans le cadre du PUDC. Voilà, c'était le président Macky Sall à l'inauguration du tronçon de l'autoroute qui va de Diamniadio à Sindia en passant par l'AIBD, un tronçon long de 36 km. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président Macky Sall s'est rendu ce matin à l'hôpital principal. C'était pour assister à la levée du corps de Dorossi, membre du Conseil national des sages de l'APR. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille de ce haut fonctionnaire qui avait le sens du sacrifice et du devoir, un militant engagé pour la démocratie et les valeurs de la République, nous dit Oumar Nying. La présence du président Macky Sall à la morgue de l'hôpital principal coule de source, car c'est un sage de son parti, l'APR, qui est rappelé à Dieu. Dorossi est présenté comme un homme bon, un homme pieux, un militant engagé, indéfectible, un collègue exemplaire. Monsieur le Président, je vous remercie. Tout soutien à l'égard de toute notre famille, la famille des disparus. Je voudrais vous remercier. Je ne serai pas long. J'aurais pu également parler avec certitude du défunt Dorossi. C'est mon promotionnaire, c'est mon neveu. Nous avons fait ensemble tous les paliers. Il fut pour nous, au fond du service universel, plus qu'un collaborateur. C'était notre conseiller, c'était notre père. Monsieur Dorossi, quand il s'engageait pour une cause, il y allait à fond. Voilà un modèle qu'il serait important de présenter à la nation sénégalaise pour servir d'exemple dans sa piété, dans sa rigueur, dans son engagement. Au-delà d'un responsable, le défunt était un ami, un conseiller du président Macky Sall, un doyen engagé pour le triomphe des idéaux de l'Alliance pour la République, de la démocratie tout court. Il a été un grand combattant pour la démocratie et je l'ai connu dans ce combat où très tôt, comme ses pairs
du Conseil national des sages, je ne peux pas oublier le jour où, pendant la mémorable marche et les manifestations du 23 juin, les sages étaient dans la rue. Et Dorossi, pour qui connaît son courage, ce jour, il a été blessé au genou. Et lorsque je suis allé chez lui, lui rendre visite, il avait encore le genou, il ne pouvait pas marcher. Je lui ai dit vraiment, tonton, je ne vous demande pas d'être sur le champ de bataille. Ce que j'attends des sages du parti, c'est de nous conseiller. Mais désormais, je ne souhaite pas que les membres du Conseil national participent dans les combats. Cela doit nous revenir et cela doit revenir aux générations plus jeunes. Mais son engagement était tel qu'il m'a dit oui, nous ne pouvons pas ne pas être présents lorsque la République était si menacée. En cette circonstance douloureuse, je voudrais, au nom de la nation tout entière, présenter les condoléances à sa famille, à ses amis, à ses parents, au Conseil national des sages de l'Alliance pour la République, les condoléances à toute la nation et au Fouta, d'où il venait. Au nom de la famille, le docteur Mamadou Abou Touré a transmis au chef de l'État remerciements et reconnaissance infinie. Depuis que vous avez été mis au courant de sa maladie, de la maladie de notre oncle Dorossi, vous n'avez cessé de s'enquérir et de son évolution, de lui porter une assistance consistante et multiforme jusqu'à son issue fatale. Vous n'avez pas cessé également d'instruire vos collaborateurs et ses supérieurs d'en faire autant. C'est le lieu et le moment de témoigner que vos instructions ont été suivies à la lettre avec célérité et enthousiasme. Le religieux Habibli a conforté les propos de la famille éplorée avant de prier avec l'assistance pour qu'Allah accueille Dorossi au paradis. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était à Gossas dimanche. Il a présidé la finale de la zone 1 du département. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour rappeler l'ambition du chef, l'ambition de l'État pour le développement de Gossas, Seydina Lounjigo. C'est une jeunesse de Gossas mobilisée qui assiste à la finale zone 1 du département, une finale présidée par le Premier ministre. Après la présentation traditionnelle des équipes, Mohamed Boun Abdallah Dionne donne le coup d'envoi du match entre les ASC Djoko et la Calais, non sans rappeler les réalisations de l'État à Gossas, à savoir la centaine d'équipements pour alléger les travaux ménagers des femmes, le programme hydraulique rural avec un forage desservant plus de 9 villages dans le Mar, un autre forage pour plus de 6 villages à Colobane, sans oublier les nouvelles pistes du département. Toujours sur le plan du désenclavement, Mohamed Boun Abdallah Dionne a apporté une bonne nouvelle. Je prends l'engagement ici de travailler avec les services du gouvernement et de l'État pour que enfin la seule commune enclavée du département qui est Patarlia soit reliée à Gossas sur une distance de moins de 10 km par une route goudronnée. À cela s'ajoute l'érection prochaine d'un centre de formation professionnelle d'un montant d'1,1 milliard. Autre ambition déclinée, doter tous les élèves du département de la couverture médicale universelle. Le président a donné 3 500 par inscription sur les 7 000 qui sont requis pour la CMU. Nous voulons, avec les maires, travailler pour que, pour chaque élève, quand un parent donnera 500 francs CFA, que moi-même, mais également les collectivités locales, qu'on puisse travailler à amener les 3 000 francs. C'est notre participation au développement du capital humain dans le département. Gossas a toujours fourni à la nation des cadres de haut niveau. Il faut maintenir cette tendance. Quant à la finale, elle a été remportée par l'ASC La Calais sur la marque d'1-0. À la jeunesse de Gossas, il a été promis une pelouse naturelle d'ici la prochaine finale. La conférence internationale sur l'habitat 3 a mis en exergue la qualité des ressources humaines sénégalaises. Deux de nos compatriotes ont été élus à des postes stratégiques. Il s'agit du ministre de l'Urbanisme et du Renouveau urbain, Diène Farbassar, et de Mamadou Mbodj en qualité de vice-président et rapporteur général de la conférence. Une première dans le système des Nations Unies en charge du logement, Lamine Touré.
Il m'est très agréable d'exprimer aussi le soutien déterminant de mon gouvernement, plus particulièrement de ma délégation ici présente, dirigée par le ministre du Renouveau urbain, de l'Habitat et du cadre de vie. Rapporteur général de la conférence des Nations Unies sur l'habitat 3, Mamadou Mbodj est un diplomate basé à New York. Il est ainsi le deuxième Sénégalais à être encore responsabilisé. Le ministre de l'Urbanisme et du Renouveau urbain a quant à lui été nommé vice-président de l'institution, une première dans cette organisation internationale. Cette qualité du Sénégal trouve toute sa pertinence dans le travail mené à l'avance, aussi bien en Afrique que dans le reste des pays engagés à faire de l'habitat une priorité. Je remercie le grand Dieu pour choisir le Sénégal comme un pays qui est actuellement désigné sur le podium. C'est très important. Et c'est vrai, il y a eu un travail qui a été fait, mais aussi il y a le travail des experts internationaux qui sont là et qui sont sénégalais, compatriotes avec nous, et qui ont travaillé sans relâche, vraiment pour qu'on arrive à ce résultat-là. Le comité, bien sûr, a travaillé, et je salue aussi le leadership du président Macky Sall et donc de son premier ministre et de tout le gouvernement qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Parmi les résultats à mettre à l'actif des négociateurs du Sénégal dans le cadre du comité préparatoire, l'harmonisation de la position africaine. Nous n'avons pas le même problème que les pays occidentaux. Donc nous avons pesé maintenant de notre poids dans ce nouvel agenda pour que la problématique de la planification urbaine, la problématique de l'habitat irrégulier avec les bidonvilles, avec donc l'habitat spontané, la problématique de l'aménagement et de la viabilisation, n'est-ce pas, que toute cette problématique-là donc soit prise en compte. Nous sommes heureux que nous ayons travaillé, en tout cas participé à l'élaboration de la position commune africaine. Dans cette dynamique, le Sénégal compte organisé en 2018 le Forum africain sur l'habitat. L'expertise nationale sera davantage partagée pour le bien des villes africaines en quête de développement durable. Les nouveaux mécanismes de financement innovants du Sénégal ont particulièrement intéressé la communauté internationale, surtout en matière d'habitat. Ils ont fait l'objet de sensibilisation et de partage à l'occasion de cette troisième conférence sur l'habitat à Quito. Nous reviendrons demain avec Lamine Touré sur l'apport du Sénégal à la résolution des défis qui se posent à l'humanité. Le programme de modernisation des villes se déploie à Ziguinchor. Les responsables du projet, une délégation de la Banque africaine de développement, ont effectué une mission d'évaluation dans la capitale du Sud. Une visite qui a permis à ses partenaires de voir les axes à réaliser dans le cadre du programme Promoville. Salut Sec. À Ziguinchor, 4 axes routiers ont été identifiés dans le cadre du programme de modernisation des villes. La route EVC quartier Boucotte, l'axe Colobane Sonadis Rizière, boulevard Alpha au mur de l'aéroport et enfin gendarmerie lycée Djibok. Le tout sur une longueur de 5 km. Dans la commune de Ziguinchor, il est prévu la réalisation de 5 km de voirie, donc dans la première phase du programme. Il y a une deuxième phase qui est prévue dans le cadre du programme qui comprendra la réalisation de 10 km de voirie. Donc nous sommes venus avec la Banque africaine de développement qui est en charge de la réalisation de ces premiers 5 km pour faire le tour des sites qui sont des axes qui ont été déjà identifiés. Voilà. Donc nous avons déjà effectué ce travail pour les autres communes donc, qui rentrent dans le cadre du programme. La délégation composée de la Géroute de la mairie de Ziguinchor et de la Banque africaine de développement a fait le tour de la ville pour voir de visu les différentes voies retenues dans le cadre de ce projet Promoville. Ici, de nombreux quartiers sont inaccessibles, une situation qui sera bientôt un mauvais souvenir. La BAD a autorisé le lancement des appels d'offres qui va se faire au courant du mois de novembre. Donc on va lancer les appels d'offres et on compte début 2017 avoir l'accord de prêt avec la Banque africaine de développement et pouvoir démarrer les travaux. Ça suppose que quand on aura l'accord de prêt, on aura déjà les entreprises qui doivent réaliser le programme et on pourra démarrer les travaux. Je voudrais d'abord me réjouir du choix fait par Ziguinchor, par M. le Président de la République et le gouvernement pour exécuter ce programme, qui est un programme de l'État du Sénégal, accompagné par les bailleurs de fonds, en collaboration avec les municipalités. Ziguinchor fait partie des 11 villes qui ont bénéficié du projet Promoville. Initié par le chef de l'État, ce programme spécial vise la modernisation des villes. La ville de Ziguinchor a été choisie par le président de la République pour, dans la phase test de Promoville qui va être lancée sur une première phase de 2 ans. Et en cela, un certain nombre, 11 villes du Sénégal ont été choisies dans Ziguinchor pour accompagner également l'effort des maires en termes de développement de leurs investissements pour améliorer la qualité de vie, la mobilité urbaine.
Le projet Promoville est mis en œuvre par l'État du Sénégal en partenariat avec la Banque africaine de développement. Et déjà, toutes les dispositions ont été prises par les deux parties pour sa concrétisation. Sur la mise en œuvre, l'État du Sénégal a déjà consenti des efforts sur son budget consolidé d'investissement. La BAD vient en appui pour un financement de 75 milliards. Et le tout, donc, sur cette première phase, devrait nous amener à avoir un programme qui va intervenir dans les villes, dans les 11 villes, à hauteur de 115 milliards. Donc, c'est un projet important. Après Ziguinchor, Sédhiou et Kolda vont recevoir la délégation de l'AGEROUTE de la Banque africaine de développement pour voir les axes identifiés dans ces deux villes. Nous restons dans la région naturelle de la Casamance qui offre de nombreuses potentialités économiques à exploiter. C'est le sentiment de l'association des conseillers du commerce extérieur du comité sénégalais. En visite dans la région de la Casamance, la délégation a visité quelques unités industrielles. Elles évoluent dans les secteurs de la pêche et de l'alimentation. Moussa Mané. À Ziguinchor, la délégation a visité l'usine Icagel spécialisée dans le secteur des crevettes. Ici, c'est toute une chaîne de production qui entre en jeu. Le produit est livré à partir de camions. Dès la réception, il suit plusieurs étapes. En plus, les normes d'hygiène et sanitaire sont respectées. De quelques emplois créés en 1991, l'entreprise de Christian Langlois tourne aujourd'hui avec un effectif de 80 à 120 personnes. La tournée dans les différentes parties de l'usine a permis aux visiteurs du jour de donner leur appréciation. On est absolument étonné de ce que l'on a vu au niveau organisationnel, qualitatif, hygiène, sécurité. C'est vraiment une très belle petite unité. Ça contribue à l'économie locale et au rayonnement du produit sénégalais, puisque je crois avoir compris qu'il y a des accords de partenariat avec Auchan, et quand on connaît l'impact de Auchan chez nous en Europe et en particulier en France, c'est vraiment une belle réalisation. Autre endroit, Kafountine, une autre unité industrielle du même promoteur, implantée non loin du quai de pêche, faisant d'une pierre deux coups, la délégation a pu constater l'activité des pêcheurs avec ces centaines de personnes qui dépendent ou vivent de cette activité. Ensuite, les conseillers français ont voulu savoir sur la chaîne de production des produits halieutiques comme la sèche, la sole, le poisson d'Afrique qui sont transformés ici. Un véritable fleuron de l'activité économique, une réussite saluée à sa juste valeur. Langlois nous a montré une fois de plus un très bel investissement à Kafountine et puis surtout cette formidable activité économique représentée par ces centaines et ces milliers de pêcheurs sur la plage de Kafountine avec ces formidables dizaines de milliers de pirogues. C'est quelque chose de très révélateur d'une des activités majeures du Sénégal et de ce que l'on peut faire dans le développement et notamment dans l'exportation du produit bleu qu'est le poisson. C'est un apport à la balance commerciale pour tout ce qui est exportation et le Sénégal ne peut se développer que s'il exporte et toute agro-industrie ou agroalimentaire qui profite justement des richesses du Sénégal pour faire de l'exportation, c'est du développement et je pense qu'on doit marquer ça d'une étoile couleur or. Autre fleuron de l'économie, la Casamançaise. L'usine commence à conquérir son territoire. Implantée au niveau du village de Boucotte après Cap Skirring, ici 85% des emplois sont locaux. Tout est fait sur place, une véritable unité industrielle en marche. On a voulu mettre en valeur une entreprise purement locale, créer des emplois sur toute l'année, sur 12 mois, et en même temps apporter un produit casamançais, local, qui va pouvoir, un produit de grande consommation. L'eau sort de terre, les bouteilles sont fabriquées ici, nous avons nos matières premières qui viennent d'un peu partout, de France ou d'ailleurs, et à partir de cette matière première, nous fabriquons nos propres bouteilles que nous allons étiqueter, remplir, bouchonner, y compris mettre les dates de péremption comme c'est obligatoire selon la loi, et évidemment les entreposer pour les expédier à nos clients. Des exemples de réussite sont visibles partout. Cette visite très riche en enseignements augure de bonnes perspectives. Tous les touristes de la communauté internationale, que la région de Cap Skirring est absolument à découvrir, à voir, avec un accueil exceptionnel. À la fois la production et également l'accueil du tourisme, c'est deux axes de développement et la Casamance bénéficie de cette richesse et il ne faut pas la gaspiller, au contraire il faut la développer et nous, investisseurs, on est là pour le faire.
Pendant 2 jours, ils ont sillonné du nord au sud la région de Ziguinchor jusqu'à la station balnéaire de Cap Skirring. Une intense activité, d'où un repos bien mérité sur la plage en cette période d'ouverture de la saison touristique. Nous quittons la Casamance pour revenir ici à Dakar où le service d'assistance canadienne aux organismes a organisé une conférence internationale, une rencontre pour développer le partage de connaissances entre les différents pays partenaires. L'objectif est de participer à la promotion de la croissance économique et de la bonne gouvernance. Ramatadem. L'agroalimentaire, le développement des PME et PMI, l'entrepreneuriat féminin et de la jeunesse, la microfinance, le tourisme sont les thèmes autour desquels les participants internationaux vont débattre et échanger. Le SACO, le service d'assistance canadienne aux organismes, veut par cette rencontre renforcer les liens de coopération entre le Canada et les pays d'Afrique de l'Ouest. Ça démontre comment le Canada et le Sénégal et les autres pays d'Afrique de l'Ouest peuvent coopérer pour améliorer les conditions de vie de la population. Je crois que plus il y a de relations et d'échanges, effectivement, plus on peut collaborer non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Et en fait, la conférence aujourd'hui veut donner l'opportunité à tous les coopérants volontaires de l'organisation SACO d'échanger entre elles aussi dans la région d'Afrique de l'Ouest les innovations, les bonnes idées, les meilleures pratiques de façon à optimiser encore les résultats. Le Sénégal se félicite de l'organisation de telles rencontres dans notre pays. Cela prouve encore une fois la qualité de la coopération qui lie le Sénégal et le Canada. Il y a des secteurs porteurs dans lesquels les investisseurs canadiens, les industriels canadiens ont des intérêts à investir en Afrique de l'Ouest dans le cadre d'une coopération qui sera évidemment gagnant-gagnant. Le Sénégal est un pays en émergence et dans ce cadre, beaucoup de projets peuvent accueillir la coopération, peuvent accueillir les investissements des pays amis du Sénégal, tels que le Canada. L'objectif final de la rencontre est d'améliorer et renforcer les réseaux d'entreprises locaux et régionaux, ceci pour plus d'innovation et de régulation en finance et en microfinance. Le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a effectué une visite dans des écoles privées de Dakar. L'objectif est de faire l'état des lieux de l'ensemble des établissements privés professionnels afin de savoir comment les accompagner pour améliorer la qualité de l'enseignement. Dame Silla. En collaboration avec les inspections d'académie du Sénégal, le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat a démarré une tournée nationale dans les écoles de formation professionnelle et technique privées. Au total, 170 sont recensés à Dakar. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'enseignement professionnel. Nous voulons réorganiser en tout cas ce secteur, voir comment l'État pourrait accompagner ces établissements pour qu'ils puissent mettre sur le marché du travail des jeunes formés comme ceux qui viennent en tout cas de nos établissements publics et nos lycées techniques, dans nos centres d'excellence qui sont au Sénégal. Nous voulons aussi que ces établissements, comme celui que nous voulons visiter aujourd'hui, orientent leur formation, orientent les jeunes vers les secteurs prioritaires conformément donc au plan Sénégal émergent. Si on développe une formation professionnelle, l'indicateur de pertinence, c'est le taux d'insertion. Et si chacun fait la même chose dans le même espace et en même temps, la première difficulté à laquelle nous faisons face, c'est la saturation précoce. Le ministre l'a dit, 80 à 96% font la même chose, banque, finance, services. Or, nous avons des options de développement assez stratégiques liées aux mines, liées aux services, liées à l'agro-industrie, mais pour lesquelles aujourd'hui, l'offre d'emploi est faible. Pour être en conformité avec les besoins actuels du marché de l'emploi, la tutelle met en place de nouvelles filières. Ainsi, les métiers du secteur primaire et secondaire seront renforcés. Les formations d'une manière générale dans les écoles d'établissements privés sont principalement orientées vers le tertiaire à 93%. Et nous avons des possibilités en tout cas de former et d'employer directement beaucoup de jeunes dans le secteur secondaire où il n'y a que 6% et dans le secteur primaire où nous n'avons qu'1% d'offres de formation. Alors il était important que dans une région où il y a plus de 170 établissements d'enseignement privé, de faire un état des lieux sur l'existant
et d'essayer de voir en termes d'organisation, au niveau pédagogique, au niveau équipement, au niveau filière, quel type d'accompagnement nous pourrons faire. Nous le faisons parce que nous sommes en train de réformer la formation professionnelle et technique, qui est directement arrivée en tout cas sur le développement économique de notre pays, sur le secteur prioritaire. La tournée dans les écoles de formation professionnelle et technique privées se poursuit à travers le pays. À terme, un document final sera élaboré pour mieux cerner les difficultés du secteur. Les 30 ans de jumelage entre la ville de Saint-Herblain en France et la commune de Ndiaganiao, l'importance de la coopération décentralisée comme mécanisme de financement et de développement de nos territoires a été soulignée. La cérémonie était présidée par le ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. C'est un reportage de Louise Bizza. Ndiaganiao dans l'apothéose pour célébrer 30 ans d'amitié, de coopération avec la ville de Saint-Herblain de France. Le Sénégal était près des valeurs qui ont pour nom ouverture, partage et solidarité, un triptyque qui traduit ce jumelage. Oui, nous disons jumelage, 30 ans de vie. Quel beau nom ce jumelage. 30 ans de vie, ça se fête, on y est. 30 ans de vie, c'est beau, c'est un beau moment. C'est un important moment de la vie, c'est la fleur de l'âge. Comment c'est venu que nous, ici au Sénégal, dans un coin reculé en brousse, Ndiaganiao, devenions des jumeaux de la ville de Saint-Herblain et de Saint-Ingbert à des milliers de kilomètres d'ici? La venue de la délégation de France s'inscrit dans le prolongement de l'engagement de la ville de Saint-Herblain en faveur de la coopération durable. Le maire de Saint-Herblain a à cœur de poursuivre et de faire suivre les relations d'entraide, d'échange, de fraternité entre Ndiaganiao et sa ville. L'objectif partagé de cette coopération est l'amélioration des conditions de vie des habitants. Compte tenu du climat aride de la région et de l'absence d'eau sur l'ensemble de la commune, la thématique de l'eau est très rapidement apparue comme prioritaire. Et c'est ainsi que dans les années 1990, 2 châteaux d'eau et 2 réseaux d'adduction ont été installés à Cotiane et à Godaguenne. Grâce au diagnostic réalisé en 1998-99 par l'organisation gouvernementale OVIV, un programme de travaux est mis en œuvre pour accorder les 14 villages identifiés comme les plus déficitaires en eau. Nos 2 communes souhaite alors inscrire ces résultats dans la durée et répondre aux déficits constatés en matière d'assainissement. Ce jumelage offre au ministère de la Gouvernance locale des opportunités d'échange et de partage sur des questions de développement économique et social. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui témoigne de l'importance de la coopération décentralisée comme mécanisme de financement du développement de nos territoires et en tant que moyen de raffermissement des liens entre les peuples de la France et du Sénégal. L'acte 3 de la décentralisation, cher à son Excellence le président Macky Sall, positionne bien la coopération comme un outil indispensable à l'attractivité et à la viabilité de nos territoires, tel que voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République. La cérémonie est aussi une manière de célébrer les importants résultats enregistrés dans le cadre du partenariat entre les 2 communes. Le ministre et sa délégation ont salué et encouragé ce partenariat qui, au-delà des aspects culturels, est davantage orienté vers le développement à travers la mise en œuvre d'importants projets dans les domaines de l'hydraulique, de l'assainissement, de l'éducation et de la santé. Je vous l'annonçais dans les titres, la rédaction démarre ce soir une série sur la santé. Le premier jet porte sur la carte sanitaire du pays. Dans le cadre du PNDS, le Sénégal a déterminé sa politique de santé. Celle-ci doit être soutenue par une carte sanitaire afin de dégager l'offre et les besoins pour une bonne planification des investissements et les garante de la réussite de cette politique en ce sens qu'elle en assure le suivi et la normalisation. Fatou Saro. La carte sanitaire est un outil de mise en œuvre des politiques de santé. Elle détermine les normes de l'offre sanitaire en termes d'infrastructures, d'équipements et de ressources humaines. Elle reflète le système de santé. Notre système de santé, il est pyramidal de la base au sommet, en passant par les niveaux périphériques, où on a les districts sanitaires, les zones opérationnelles comprenant un centre de santé autour duquel gravitent des postes de santé. Et ces postes de santé aussi couvrent les cas de santé. Au niveau intermédiaire, nous avons la région médicale et les services régionaux. Et que la partie là aussi, on a
l'hôpital de niveau 2. Et le niveau central, le cabinet du ministre, les directions et services du niveau central et les EPS du niveau 3. La configuration de ce document repose sur le juridique qui dégage le cadre, la cartographie pour la géolocalisation et l'identification des besoins qui déterminent les données de base de la carte sanitaire par rapport à l'existant. Pour les postes de santé, le chiffre tourne autour de 1500 postes de santé. Pour les centres de santé, nous sommes autour de 90 centres de santé. Pour les hôpitaux, nous avons 36 hôpitaux. Mais là, c'est carrément le volet seulement public. Hein. Mais nous avons des cliniques. Nous avons également des cabinets de soins, des cabinets donc dentaires, des cabinets médicaux. Nous avons des structures également militaires et paramilitaires. Et toutes ces structures-là, si on les ajoute sur le public, vous voyez que donc, nous aurons des nombres beaucoup plus importants. On a du mal quand même jusqu'à présent à maîtriser l'offre privée. Malgré une offre qui couvre 80% des besoins, il y a un gap. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'il y a 41 centres de santé qui manquent. Nous savons qu'il y a 16 hôpitaux qui manquent. Nous savons qu'il y a 298 postes de santé qui manquent. Là, c'est ce que nous appelons ici les besoins normatifs par rapport à la norme simplement. Pour combler ces écarts, on va servir des éléments de la carte sanitaire pour mettre en place, élaborer un plan d'investissement, un plan d'investissement sectoriel qui nous permet de résorber ce gap. Donc ça nous permettra de voir par rapport aux infrastructures ce qu'il faudrait à construire, par rapport aux équipements qu'est-ce qu'il faudrait et par rapport aux ressources humaines aussi qu'est-ce qu'il faudrait. Les structures sanitaires, l'épine dorsale de la carte. Les populations, selon leurs besoins, veulent s'en rapprocher le plus, ce qui ne répond pas toujours aux normes d'implantation. Je dois dire que ce ne passe pas un jour où on ne m'envoie pas une demande de transformation d'une carte de santé en poste de santé, demande de transformation de poste de santé en centre de santé. Vous avez 2 villages distants de 500 mètres où chaque village demande un poste de santé et une sage-femme. Vous voyez ce que ça pose. Donc il faut que tout ceci soit normé. Ces normes déterminent 3 critères bien précis pour ouvrir une structure sanitaire ou sociale. Le premier critère, c'est bien sûr la population. Donc l'OMS dit un poste urbain 10 000 habitants, un poste rural 5 000, un centre de santé 150 000 habitants. Donc nous sommes partis de ces normes pour en fait les ajuster au contexte du Sénégal. Pour la distance, aujourd'hui au Sénégal, un individu fait 6 km pour atteindre un poste de santé. Au Sénégal, un individu fait 25 km pour atteindre un centre de santé. Et au Sénégal aussi, un individu fait 54 km pour atteindre un hôpital. Le troisième, c'est ce qu'on appelle la compétence territoriale. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas créer un poste de santé, un centre de santé, si vous ne dites pas quelle zone ça couvre. Il faut que la zone aussi soit homogène. Pour tenir compte des nouveaux besoins et de l'évolution des structures sociales, la carte est renouvelée tous les 5 ans. Avec la CMU et l'acte 3 de la décentralisation, on parle aujourd'hui de carte sanitaire et sociale. Il n'y a pas de différence parce que nous avons intégré les structures sociales dans la carte sanitaire. Cette carte, on est en train de l'élaborer depuis au moins 1 an. Et ce qu'on a voulu, c'est que tous les aspects soient pris en compte. Qu'il y ait aussi une implémentation géographique qui quand même ne soit pas inégalitaire au niveau du pays. Et comme je l'ai dit, la prise en compte des questions de santé ne relève pas seulement du ministère de la Santé. Le Sénégal en est à sa 3e carte sanitaire. Celle en cours de validation va couvrir la période 2016-2020. Elle se veut consensuelle et réaliste. Voyons l'accueil en milieu hospitalier, un mal pour les patients et les accompagnants. À l'entrée ou aux urgences, ils font face à des difficultés dans la prise en charge et l'orientation. Un tour aux hôpitaux Roi-Baudouin de Guédiawaye et principal de Dakar nous a permis de faire ce constat. Mais dans ces structures, des chantiers sont en cours pour améliorer la qualité de l'accueil. Fatou Diouf. Un accueil de qualité des patients et de leurs proches est primordial dans une structure sanitaire. Il soulage à plus de 25% le malade et atténue l'angoisse et la peur de l'accompagnant. Le vieux Ibrahima Diallo ne dira pas le contraire.
L'hôpital principal, c'est la première fois que je suis venu, madame, mais bon, je suis satisfait au niveau des renseignements. Ils sont très bien accueillis, il n'y a pas de problème. C'est ainsi tous les jours au service accueil et orientation de l'hôpital principal de Dakar. Une centaine de patients défilent en vue d'être informés ou orientés vers les différents services. Notre travail consiste à orienter les malades, la clientèle, faire la facturation des gens du troisième âge et donner les prix à titre externe. Depuis 2010, l'hôpital principal de Dakar a opté pour une démarche qualité. Ici, le patient est considéré comme un client. Un numéro d'identification lui est attribué afin de faciliter le travail de recherche. Depuis 2010, l'hôpital principal a identifié ses patients. Il y a un numéro qu'on les octroie et ce numéro, à chaque fois qu'ils viennent, on les demande de venir les prendre ici. S'il l'oublie, parce qu'on avait mis ça sous carte qu'il amenait tous les jours. Mais non, s'il oublie, il passe nous voir, on fait la recherche pour eux, on les attribue les numéros. Non. Au service d'urgence, la réalité est tout autre. Un système de tri et de code de couleur est mis en place pour une meilleure prise en charge des malades et le désencombrement en même temps des lieux. Au service d'urgence, ce n'est pas celui qui vient en premier qui est servi en premier, mais selon les degrés d'urgence en fait. Tu peux venir rester aux urgences pendant 2 heures de temps si votre état nécessite de rester pendant 2 heures de temps, parce que votre état n'est pas tellement grave. Mais tout patient considère que son état est grave et urgent. Mais selon le tri, nous, on peut dire que celui-là peut attendre pendant 1 heure de temps, pendant 2 heures de temps, mais celui-là ne peut pas attendre. Il y a quand même 50% des patients qui viennent se consulter en urgence et qui ne relèvent pas des urgences. Donc, il y a une zone bleue et il va être redirigé vers cette zone bleue. Il y a 2 médecins qui vont les consulter. Si ensemble, entre l'infirmier et le médecin d'accueil, ils décident que c'est un malade qui est urgent, à ce moment, ils vont, selon la gravité du patient, l'orienter à l'intérieur du service, suivant toujours le code des couleurs. Si c'est un patient qui est urgent, stable, qui peut se tenir assis, on le met dans la zone verte. Si c'est un patient qui est urgent, stable, mais qui ne peut se tenir assis, on le met dans la zone orange pour le bilanter, éventuellement l'amener en chirurgie ou ailleurs. Si on voit que c'est un patient qui est en détresse vitale, ils décident ensemble de le mettre dans la zone rouge, qu'on appelle la salle d'accueil des urgences vitales. Et en ce moment, le patient est acheminé directement, il est accueilli au niveau du hall que vous voyez ici. Et très rapidement, ce patient est dirigé donc, au niveau de la zone rouge, au niveau de la salle d'accueil des urgences vitales pour une prise en charge rapide. À Roi-Baudouin, certains usagers se plaignent toujours de la qualité de l'accueil et déplorent la cherté des médicaments. Il doit vraiment baisser le coût des médicaments. Parfois aussi, les accompagnateurs ne savent pas à qui s'adresser. Il faut vraiment revoir le système d'accueil. Parce que imaginez, nous sommes là depuis 7 heures et jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à voir le médecin. Mon fils doit se faire consulter par le pédiatre, mais on est là, on reste sans information. Des fois, certains patients ne veulent pas faire la queue. Ils croient être dans des cas plus urgents que d'autres. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on est là pour les orienter et les accompagner. Cette situation se justifie. Le service d'accueil et orientation est en chantier. La direction de l'hôpital est dans la dynamique de moderniser ce service crucial. Mais en attendant, des solutions provisoires sont proposées. On est en train de construire à l'entrée de l'hôpital. Et ce service d'accueil et d'urgence va nous permettre de nous réorganiser parce que c'est à ce niveau-là qu'on va mettre en place tous les dispositifs nécessaires pour l'accueil des patients. Et à la fin des travaux, nous souhaiterons quand même qu'au niveau de cet accueil-là, qu'on puisse y mettre vraiment tous les moyens qu'il faut pour un bon accueil,
des patients. C'est une instruction des autorités étatiques. Les structures sanitaires doivent garantir un bon accueil aux patients et cela passe par la modernisation des services d'accueil et orientation dans les hôpitaux. Voilà donc pour le premier jet de cette série sur la santé. D'autres sujets suivront dans nos prochaines éditions. Ouverture à Dakar des consultations régionales sur les investissements directs étrangers, la promotion des sciences, technologies et innovations. C'est une initiative conjointe du bureau de l'UNESCO à Dakar, de l'OCDE et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Plusieurs pays de la sous-région ont pris part à la rencontre. Pape Bounatiao. La rencontre de Dakar se penche sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour orienter les investissements directs étrangers vers le développement des sciences, technologies et innovations. Pour ce faire, il y a des préalables à respecter. Il faut des politiques d'accompagnement efficaces. Il faut qu'un État stratège joue son rôle plein et entier dans le développement d'infrastructures techniques et technologiques, dans le développement des compétences via des politiques de l'éducation efficaces. Les SCI jouent un rôle crucial dans la croissance socio-économique des pays aspirant à l'émergence, mais aussi et surtout dans le développement du capital humain. Sur la question, le Sénégal s'est déjà doté d'instruments de politique bien appropriés. Le gouvernement du Sénégal, déjà fort en fait de son plan Sénégal émergent, a déjà commencé en fait à établir en fait des infrastructures solides pour le renforcement en fait des sciences, technologies et innovations. Le Sénégal, à travers la vision du président de la République, M. Macky Sall, a lancé depuis le 14 août 2013 la réforme de l'enseignement supérieur avec ses 11 décisions qui sont les résultantes de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Et le chapeau, c'est cette vision de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche le levier du développement économique, social et culturel de notre pays. Et la première décision parmi ces 11 décisions, c'est de réorienter notre système d'enseignement supérieur vers la science, la technologie, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les formations professionnelles courtes. Les participants venus de la sous-région entendent profiter au maximum des échanges. Dès que j'ai vu l'investissement direct étranger pour promouvoir la science et la technologie et l'ingénierie, je me suis dit je vais venir écouter parce que nous sommes dans la même dynamique, donner les compétences à notre population pour pouvoir enfin sortir du développement et atteindre les objectifs de développement durable. La relation entre le développement des compétences et l'innovation et les retombées des connaissances de l'IDE sur le secteur privé sont entre autres centres d'intérêt qui seront abordés par les experts. Les travaux vont durer 2 jours. Le modèle économique du Sénégal pour financer la télévision numérique terrestre est un modèle viable. Cependant, selon le secrétaire général du gouvernement, des impairs sont à corriger pour l'atteinte dans un bref délai des objectifs fixés. Par ailleurs, le Comité national de régulation de l'audiovisuel envisage d'organiser des assises de la publicité. L'annonce a été faite ce week-end à Salia, Portudal, par son président, Babacar Touré, affirme également la nécessité de financer l'audiovisuel public qui reste le baromètre de la presse. C'était à l'occasion d'un panel organisé par l'amicale des cadres de la RTS portant sur l'état des lieux de la TNT et ses perspectives. Voici Babacar Touré. La presse sénégalaise, évidemment, ne va pas faire d'historique. Et pour l'essentiel, cette presse des années 80 en particulier, issue du service public. Aujourd'hui, quand on parle d'audiovisuel, les privés ont beau jeu de taper sur la table et de parler d'être très jaloux de certaines prérogatives. Et souvent, il m'arrive de leur rappeler que c'est une concession de service public, que les fréquences ne leur appartiennent pas et que le mode de diffusion, aussi bien que les contenus, les programmes, sont déterminés par un cahier de charges élaboré par l'État qui est joint à la convention d'attribution de fréquences. Quand le service public marche, on peut dire la presse marche. Quand le service public est fort, la presse est forte. Cela dit, je pense que la RTS concentre le plus gros des effectifs des médias. Tout le monde est d'accord
que l'audiovisuel public doit être financé à 100%. Parce qu'on ne peut pas, avec les contraintes qui sont les vôtres. Nous l'avons dit dans des rapports du CNRA et nous l'avons dit à la remise de ces rapports au chef de l'État, en présence de certains des directeurs qui sont là. Mais cela ne doit pas exclure la RTS du champ de la publicité. Mais elle doit être réglementée, mais à partir d'un audit du secteur. Et c'est dans ce cadre-là que le CNRA envisage de faire les assises de la publicité au Sénégal. La TNT, c'est une révolution exceptionnelle qui intervient dans le monde des médias au Sénégal. Monsieur le Président Babacar Touré l'a dit tout à l'heure, notre pays a fait des pas de géants dans ce domaine. Même si les débats qu'on entend souvent à travers les médias ne reflètent pas malheureusement la réalité du fait et la réalité de ce qui a été fait de ce point de vue-là. Comme M. le Président l'a dit, sans le concours financier de l'État. Il faut dire que c'était une option de départ que le comptant sous vos directions a proposé au gouvernement du Sénégal, qu'il a accepté. Parce que c'est un modèle économique. Moi, en tant que professionnel, je m'étais beaucoup interrogé d'ailleurs sur la viabilité du modèle économique. Mais enfin, même si ce modèle a des difficultés aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que des choses exceptionnelles ont été réalisées. Il faut réajuster un certain nombre de choses pour que le projet aille à terme et qu'on atteigne les objectifs qui lui ont été assignés. Alors, le secrétaire général du gouvernement et le président du CNRA lors d'un panel organisé à Saly par l'amicale des cadres de la RTS. Sorti de la 48e promotion de la gendarmerie nationale, le haut commandant a mis l'accent sur un contenu pédagogique axé sur les défis sécuritaires. La cérémonie s'est déroulée à la caserne générale Wali Faye de Fatick. Le point avec Ousmane Doye. Sortie de la 48e promotion d'élèves gendarmes, l'apothéose d'un défi relevé avec comme seule finalité l'engagement citoyen au service d'un Sénégal de paix. Ces nouveaux promus, avec une grande majorité des sous-officiers de gendarmerie, devront désormais s'atteler à devenir des acteurs incontournables en faveur d'un Sénégal émergent. Assurément, le haut commandement s'est résolument engagé dans une dynamique de promouvoir une instruction de base fondée sur une logique de compétence. Il matérialise aussi sa ferme volonté de donner à l'école la plénitude de son potentiel pour une formation de qualité du personnel sous-officier. La 48e promotion a l'honneur à un effectif global de 789 stagiaires, dont 27 filles, avec une moyenne d'âge de 23 ans. Dans ce groupe, 763 sont des jeunes ayant servi au minimum 18 mois dans les armées. 26 stagiaires, dont 2 filles, issus du concours direct, ont été recrutés sur la base de leur qualification technique. Administration réseau, archiviste, électricité bâtiment, électromécanique, infirmier d'État, transport, logistique, entre autres spécialités. Par cette cérémonie de fin de formation, l'École nationale des sous-officiers de gendarmerie de Fatick donne un nouvel élan à l'honneur, mais aussi à la patrie. Cette prise d'armes, riche en symboles, marque la fin d'une formation initiale qui sera complétée par les stages d'application. Nous savons pouvoir compter sur vous pour porter haut le flambeau de cette prestigieuse école en contribuant de manière remarquable, chacun là où il sera appelé à servir, à l'émergence des forces de défense et de sécurité en général et de la gendarmerie nationale en particulier. Une gendarmerie qui, à l'image des autres institutions, est indispensable à la sauvegarde de la démocratie et de l'état de droit.
À ces centaines de sous-officiers qui ont gratifié le public d'un défilé de classe exceptionnelle, l'espoir est permis pour espérer les voir à l'action avec de très solides qualités humaines, mais aussi et surtout de connaissances requises, ne tolérant en aucune manière l'à peu près, mais la justesse. Ajoutons que cette 48e promotion de la gendarmerie porte le nom de gendarme Mamadou Diouf. La deuxième édition du Festival culturel de Tambacounda, une manifestation organisée par le conseil départemental. Cette année, près d'une vingtaine de troupes ont défilé dans des communautés de la sous-région tchorodienne. Pas de danse mandingue, chant bassari, sonorité musicale soninké, la diversité culturelle de toute une région en symbiose. Pour lancer l'ouverture officielle de la deuxième édition de la Semaine des Arts, des Lettres et de la Culture à Tambacounda. La délégation de CAI, qui d'habitude la deuxième fois vient répondre à l'appel du département de Tamba. Je remercie cette délégation. La culture lance un message aux populations, aux jeunes, aux femmes, aux adultes, parce qu'aujourd'hui le thème c'est la paix, la sécurité au service du développement. Tambacounda n'a pas fêté seul. Les troupes de la sous-région ont pris part à ce festival. Cette occasion a été pour moi une très grande fierté parce que témoin de la matérialisation d'un rêve nourri par des hommes de culture et des femmes de culture, mais également par des enfants du terroir, ce terroir qu'est le Sénégal oriental, qui ont su démontrer que notre culture, à travers les arts, peut bel et bien relever les défis du développement. En plus de ces prestations artistiques, les panels ont été tenus pour échanger autour du thème « La culture au service de la paix, de la sécurité et du développement ». Ce grand rendez-vous donner et lui recevoir sera clôturé ce 25 octobre 2016. Sur l'international en Libye, 3300 personnes ont été sauvées de la noyade en Méditerranée. Aux États-Unis, les populations viennent de subir une cyberattaque de grande envergure au Cameroun. 79 morts, c'est le dernier bilan du déraillement d'un train transportant des voyageurs. Le récit de Louise Biza. Au Cameroun, 3 jours après le déraillement d'un train reliant Yaoundé au port de Douala, bondé en raison de l'interruption du trafic routier entre les deux villes due à l'effondrement d'un pont, le bilan s'est alourdi. 79 personnes ont péri, 551 blessés ont été recensés, dont la majorité a été évacuée vers la métropole portuaire de Douala. Le Cameroun a observé ce lundi une journée de deuil national et les drapeaux ont été mis en berne. En Libye, le flot de migrants ne se tarit pas en Méditerranée. Hier, un navire affrété par Médecins sans frontières est parvenu à sauver de la noyade 3300 personnes, dont 82 femmes et 19 enfants. Cependant, au moins 7 migrants ont été tués. Aux États-Unis, plusieurs heures de paralysie sur Internet, une cyberattaque massive a affecté les réseaux sociaux. Plus d'accès à Twitter, Amazon, Google ou encore Netflix. Cette cyberattaque menée en plusieurs vagues a empêché l'accès à plusieurs mastodontes du web. Cette attaque de très grande ampleur a soulevé de vives inquiétudes chez les autorités américaines. De nombreuses questions se posent car l'identité, l'origine géographique et les motivations des auteurs demeurent encore inconnues. Voilà qui met fin à cette édition. Ne ratez surtout pas, donc après ce journal, l'émission sportive de la rédaction Galaxy Sport. Toute l'équipe donc sera au rendez-vous. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la RTS. Nouvelle piste du département. Toujours sur le plan du désenclavement, Mohamed Boun Abdallah Dionne a apporté une bonne nouvelle. Je prends l'engagement ici de travailler avec les services du gouvernement et de l'État pour que enfin la seule commune enclavée du département qui est Patarlia soit reliée à Gossas sur une distance de moins de 10 km
par une route goudronnée. À cela s'ajoute l'érection prochaine d'un centre de formation professionnelle d'un montant d'1,1 milliard. Autre ambition déclinée, doter tous les élèves du département de la couverture médicale universelle. Le président a donné 3 500 par inscription sur les 7 000 qui sont requis pour la CMU. Nous voulons, avec les maires, travailler pour que, pour chaque élève, quand un parent donnera 500 francs CFA, que moi-même, mais également les collectivités locales, qu'on puisse travailler à amener les 3 000 francs. C'est notre participation au développement du capital humain dans le département. Gossas a toujours fourni à la nation des cadres de haut niveau. Il faut maintenir cette tendance. Quant à la finale, elle a été remportée par l'ASC Lacalé sur la marque d'1-0. À la jeunesse de Gossas, il a été promis une pelouse naturelle d'ici la prochaine finale. La conférence internationale sur l'habitat 3 a mis en exergue la qualité des ressources humaines sénégalaises. Deux de nos compatriotes ont été élus à des postes stratégiques. Il s'agit du ministre de l'Urbanisme et du Renouveau urbain, Diène Farba Sarr, et de Mamadou Mbodj en qualité de vice-président et rapporteur général de la conférence. Une première dans le système des Nations Unies en charge du logement, Lamine Touré. Il m'est très agréable d'exprimer aussi le soutien déterminant de mon gouvernement, plus particulièrement de ma délégation ici présente, dirigée par le ministre du Renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie. Rapporteur général de la conférence des Nations Unies sur l'habitat 3, Mamadou Mbodj est un diplomate basé à New York. Il est ainsi le deuxième Sénégalais à être encore responsabilisé. Le ministre de l'Urbanisme et du Renouveau urbain a quant à lui été nommé vice-président de l'institution, une première dans cette organisation internationale. Cette qualité du Sénégal trouve toute sa pertinence dans le travail mené à l'avance, aussi bien en Afrique que dans le reste des pays engagés à faire de l'habitat une priorité. Je remercie le grand Dieu pour choisir le Sénégal comme un pays qui est actuellement désigné sur le podium. C'est très important. Et c'est vrai, il y a eu un travail qui a été fait, mais aussi il y a le travail des experts internationaux qui sont là et qui sont sénégalais, compatriotes avec nous, et qui ont travaillé sans relâche, vraiment pour qu'on arrive à ce résultat-là. Le comité, bien sûr, a travaillé, et je salue aussi le leadership du président Macky Sall et donc de son premier ministre et de tout le gouvernement qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Parmi les résultats à mettre à l'actif des négociateurs du Sénégal dans le cadre du comité préparatoire, l'harmonisation de la position africaine. Nous n'avons pas le même problème que les pays occidentaux, donc nous avons peu. Je l'ai connu dans ce combat où très tôt, comme ses pairs du Conseil national des sages, je ne peux pas oublier le jour où, pendant la mémorable marche et les manifestations du 23 juin, les sages étaient dans la rue. Et d'or aussi, pour qui connaît son courage, ce jour, il a été blessé au genou. Et lorsque je suis allé chez lui, lui rendre visite, il avait encore le genou, il ne pouvait pas marcher. Je lui ai dit vraiment, tonton, je ne vous demande pas d'être sur le champ de bataille. Ce que j'attends des sages du parti, c'est de nous conseiller. Mais désormais, je ne souhaite pas que les membres du Conseil national participent dans les combats. Cela doit nous revenir et cela doit revenir aux générations plus jeunes. Mais son engagement était tel qu'il m'a dit, oui, nous ne pouvons pas ne pas être présents lorsque la République était si menacée. En cette circonstance douloureuse, je voudrais, au nom de la nation tout entière, présenter les condoléances à sa famille, à ses amis, à ses parents, au Conseil national des sages de l'Alliance pour la République, les condoléances à toute la nation et au Fouta, d'où il venait. Au nom de la famille, le docteur Mamadou Abou Touré a transmis au chef de l'État remerciements et reconnaissance infinie. Depuis que vous avez été mis au courant de sa maladie, de la maladie de notre oncle Dorossi, vous n'avez cessé de s'enquérir et de son évolution, de lui porter une assistance consistante et multiforme jusqu'à son issue fatale.
Vous n'avez pas cessé également d'instruire vos collaborateurs et ses supérieurs d'en faire autant. C'est le lieu et le moment de témoigner que vos instructions ont été suivies à la lettre avec célérité et enthousiasme. Le religieux Abibli a conforté les propos de la famille éplorée avant de prier avec l'assistance pour qu'Allah accueille Dorossi au paradis. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne était à Gossas dimanche. Il a présidé la finale de la zone 1 du département. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour rappeler l'ambition du chef, l'ambition de l'État pour le développement de Gossas, Sidna Lunjigo. C'est une jeunesse de Gossas mobilisée qui assiste à la finale zone 1 du département, une finale présidée par le Premier ministre. Après la présentation traditionnelle des équipes, Mohamed Boun Abdallah Dionne donne le coup d'envoi du match entre les ASC Djoko et la Calais, non sans rappeler les réalisations de l'État à Gossas, à savoir la centaine d'équipements pour alléger les travaux ménagers des femmes, le programme hydraulique rural avec un forage desservant plus de 9 villages dans le Mar, un autre forage pour plus de 6 villages à Koloban, sans oublier les... Au total, le réseau autoroutier national comptera 221 km d'autoroute en 2019. Notre vision est claire. Il s'agit de doter notre pays d'un réseau routier et autoroutier moderne, répondant aux meilleurs standards, non seulement pour faciliter les liaisons entre nos villes, mais aussi pour rendre nos campagnes plus accessibles, en voyageant plus vite et dans de meilleures conditions de sécurité. De plus, la connexion avec le nouvel aéroport international Blaise Diagne sera renforcée par le train express régional. Le train express régional dont les travaux vont démarrer prochainement et avant la fin de cette année, Inch'Allah. Le montage technique et financier étant déjà bouclé. Je vais y revenir. Tout ce dispositif nous ouvrira au reste du monde en répondant aux exigences de confort, de mobilité et de gain de temps requis pour un aéroport qui ambitionne de se positionner en hub international de première classe. Sur la route du progrès, nous ne devons point restreindre nos ambitions, ni dans la vision, ni dans la mobilisation de moyens pour la réalisation de nos projets. Ainsi, la section Diamniadio-AIBD a été réalisée selon un schéma de partenariat public-privé pour un montant de 92 milliards, dont un financement public de 69 milliards correspondant à la subvention versée par l'État et un financement privé apporté par notre partenaire Senac SA pour un montant de 23 milliards. Je voudrais saluer ici l'engagement à nos côtés de M. Gérard Senac et de FH ainsi que de Senac SA pour un partenariat que nous voulons stratégique, durable et mutuellement bénéfique. S'agissant du tronçon AIBD Sindia, d'un coût de 70 milliards, il a été réalisé dans le cadre du projet global de construction des 2 projets d'autoroute AIBD Mbour sur 39 km et AIBD Thiès sur 16 km grâce à un prêt concessionnel de Exim Bank Chine. Là aussi, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine, je voudrais réitérer tous mes remerciements au peuple chinois, au gouvernement et particulièrement au président Xi Jinping pour l'appui constant à notre programme d'infrastructure routière
et aux deux autres projets phares qui me tiennent à cœur, le pont de Foundiougne, qui va être le pont le plus important en Afrique de l'Ouest, sur 1200 mètres, dont les travaux vont démarrer en début 2017, et le vaste projet de forage multivillage dans le cadre du PUDC. Voilà, c'était le président Macky Sall à l'inauguration du tronçon de l'autoroute qui va de Diamniadio à Sindia en passant par l'AIBD, un tronçon long de 36 km. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président Macky Sall s'est rendu ce matin à l'hôpital principal. C'était pour assister à la levée du corps de Dorossi, membre du Conseil national des sages de l'APR. Le chef de l'État a présenté les condoléances de la nation à la famille de ce haut fonctionnaire qui avait le sens du sacrifice et du devoir, un militant engagé pour la démocratie et les valeurs de la République, nous dit Oumar Ning. La présence du président Macky Sall à la morgue de l'hôpital principal coule de source, car c'est un sage de son parti, l'APR, qui est rappelé à Dieu. Dorossi est présenté comme un homme bon, un homme pieux, un militant engagé, indéfectible, un collègue exemplaire. Monsieur le Président, je vous remercie. Tout soutien à l'égard de toute notre famille, la famille des disparus. Je voudrais vous remercier. Je ne serai pas long. J'aurais pu également parler avec certitude du défunt Dorossi. C'est mon promotionnaire, c'est mon neveu. Nous avons fait ensemble tous les paliers. Il fut pour nous, au fond du service universel, plus qu'un collaborateur. C'était notre conseiller, c'était notre père. Monsieur Dorossi, quand il s'engageait pour une cause, il y allait à fond. Voilà un modèle qu'il serait important de présenter à la nation sénégalaise pour servir d'exemple dans sa piété, dans sa rigueur, dans son engagement. Au-delà d'un responsable, le défunt était un ami, un conseiller du président Macky Sall, un doyen engagé pour le triomphe des idéaux de l'Alliance pour la République, de la démocratie tout court. Il a été un grand combattant pour la démocratie et bonsoir à tous et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. Le chef de l'État vient d'inaugurer le prolongement de l'autoroute à péage. L'axe Diamniadio, aéroport Blaise Diagne de Diass-Sindia est désormais ouvert à la circulation. Le président Macky Sall a réaffirmé l'option du gouvernement pour les infrastructures. La rédaction démarre ce soir une série sur la santé. Au menu, la carte sanitaire du pays et la qualité de l'accueil dans les hôpitaux, objet de nombreuses questions. Les investissements directs étrangers au centre d'une rencontre internationale à Dakar. Ces consultations régionales se penchent également sur les sciences, technologies et innovations. C'était donc cet après-midi l'inauguration officielle du tronçon Diamniadio aéroport international Blaise Diagne de Diass-Sindia, une nouvelle piste sur l'autoroute qui porte à 36 le nombre de kilomètres sur l'autoroute. Et à cette occasion, le président Macky Sall a réaffirmé l'option du gouvernement sur les infrastructures. C'est pour rendre accessibles certaines zones du pays. Nous écoutons un extrait du président de la République. Les infrastructures routières, en particulier, figurent parmi les secteurs stratégiques du plan Sénégal émergent. Il ne peut y avoir de développement sans infrastructure. C'est grâce aux routes et aux autoroutes que nous pouvons aller d'un point à l'autre du territoire national, assurer la circulation des personnes et le transport des marchandises, consolider l'intégration nationale, promouvoir le développement de nos terroirs et faciliter l'accès de nos produits locaux au marché.
Voilà tout le sens et la pertinence de notre programme d'infrastructure. Et nous sommes sur une bonne voie. De l'indépendance à 2012, soit 52 ans, le réseau autoroutier du Sénégal était de 35 km entre Dakar et Diamniadio. Nous en avons rajouté 36 en 4 ans, avec la réalisation des tronçons Diamniadio-AIBD, 17 km, AIBD-Sindia, 19 km. D'autres projets vont suivre entre AIBD et Thiès sur 16 km, largement entamés, Thiès, Thiénaba, Tivaouane sur 21 km et le projet majeur Ila Touba sur 113 km.